Jean-Michel Borriello, bonjour. Nous faisons cet après-midi un point sur la campagne électorale des législatives sur la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui se situe au centre-ville de Marseille. La première question se situe de définir, que vous nous définissiez à peu près ce qu'est cette 4e circonscription au niveau du territoire, les enjeux qu'il y a, les scores obtenus par les uns et par les autres, et ensuite, je dirais entre guillemets, les prétentions du front de gauche de Marie-Jo Sermolas et Gilles Aspinas, les candidats, dans cette 4e circonscription. Donc pour commencer, rappelons que la 4e circonscription est une circonscription nouvelle, redécoupée récemment. Donc pour la situer à peu près, elle comprend donc le 1er arrondissement de Marseille, c'est-à-dire la Canebière, les Réformés, l'hypercentre, le 2e arrondissement de Marseille, le Panier, pour ceux qui connaissent, et le Port, le 3e arrondissement de Marseille, c'est-à-dire la Belle de Mai, les quartiers de Saint-Maurent, la Friche, un morceau du 5e arrondissement et un morceau du 6e, ce qui intègre de fait la Plaine et le cours Julien, pour ceux qui connaissent Marseille. C'est une circonscription donc redécoupée et qui est une circonscription taillée pour la gauche, disons-le carrément. Donc d'ailleurs les résultats électoraux sont éloquents. Au premier tour donc, des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 20% des voix sur la circonscription, tandis que François Hollande a obtenu 40%. Et, ce qui est encore plus symptomatique, au deuxième tour des élections présidentielles, la circonscription obtient François Hollande obtient 69% des voix sur la circonscription, et le centre-ville plafonne avec 72%. Donc nous sommes dans la problématique ici dans cette circonscription n'est pas de savoir si nous aurons un député de droite ou un député de gauche. Elle est de savoir quel député de gauche pour quelle politique de gauche nous allons élire. Nous alors présentons Marie-Jo Sermolas et son suppléant Gilles Aspinas sur cette circonscription. Ce ne sont pas des professionnels de la politique, ce sont plutôt des militants, syndicalistes, habitants et travaillant de cette circonscription, implantés et correspondant à la population qui y habite. Leur but n'est pas de faire de la politique une profession, mais de porter les voix, les besoins, les aspirations, les espoirs de la population de cette circonscription à l'Assemblée nationale. Donc ça va être une élection avec des enjeux très importants. Aujourd'hui, au moment où nous faisons cette interview, François Hollande vient d'être intronisé président de la République. Il n'aura pas de répit ni 100 jours pour attendre, pour être confronté aux réalités. Il rencontre Angela Merkel sur les questions européennes. J'y rajouterai la situation grecque, où à 13h il devait avoir une rencontre de tous les partis politiques avec le président de la Grèce. Je rajouterai ce qui se passe en Espagne, je rajouterai ce qui se passe en Italie, avec des mouvements, à la fois des manifestations traditionnelles, mais aussi des affrontements très durs dans certaines villes italiennes, ce qui se passe au Portugal, ce qui se passe en Irlande, ce qui se passe en Islande, ce qui se passe au Danemark. On s'aperçoit qu'il y a une dizaine de pays qui sont en récession. Donc, François Hollande, c'est de la croissance ou c'est autre chose ? Je pense que vous faites bien de rappeler le contexte européen dans lequel va se dérouler ces élections. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans une séquence politique traditionnelle. Ce ne sont pas des élections législatives à la pépère, à la papa, où on va compter nos députés pour savoir alors j'en ai un de plus ou un de moins. On n'est pas dans cette séquence. Vous faites très bien de rappeler que, et je rajouterai d'ailleurs la Hongrie avec la fascisation du régime, et je pourrais rajouter aussi la Belgique, on pourrait rajouter tous les pays européens. Nous sommes dans une période particulière qu'il faut qualifier de guerre économique, de guerre entre les marchés financiers et les peuples en Europe. Donc aujourd'hui, et vous faites bien de le rappeler, la question n'est pas de savoir si on va résoudre ou pas une crise qui serait une crise traditionnelle et particulière et qui normale presque, disons. Non, la question elle est de savoir, mais alors en Europe, qui va gagner ?
Les marchés financiers ou les peuples? Qu'est-ce qui va être mis en place? Une politique d'austérité, dont on voit les conséquences en Grèce, comme vous vous rappelez, mais en Italie, en Espagne. Quel avenir pour une jeunesse en Europe? Quel sera, dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent, l'avenir de la démocratie en Europe aussi? Puisqu'à partir du moment où les marchés financiers gouvernent, où on est temps de la démocratie. Et vous faites bien de rappeler que François Hollande va être très vite confronté à la réalité de cette guerre. Et qu'il faudra bien avoir les moyens de la mener. Et que donc, aujourd'hui, élire Marie-Jo Sermolas et son suppléant Gilles Aspinas à l'Assemblée législative, c'est aussi donner les moyens au peuple de mener cette guerre contre les marchés financiers. Je pense que c'est avec cette optique qu'il faut envisager cette campagne. Alors bien sûr, plus il y aura de députés de front de gauche, plus les peuples auront les moyens de mener cette guerre. Mais je pense que ça dépasse largement cet enjeu. C'est un enjeu actuellement, pratiquement le chaos ou une reprise en main par le peuple de la politique et de la démocratie par le biais des députés dans toute l'Europe d'ailleurs, et pas seulement en France. Je pense que cette séquence politique concerne toute l'Europe. En fin de compte, le capitalisme s'est très bien accommodé du bipartisme qu'il a essayé de mettre un peu dans toute l'Europe. Vous citez la Grèce. C'est vrai qu'en Grèce, ça fait une trentaine d'années que le PASOK et la droite se partagent le pouvoir. On assiste à quoi actuellement? On assiste à la fin d'un système politique voulu, qui franchement aurait bien été imposé aussi bien en Angleterre qu'en France, etc., par le capitalisme. L'alternance, l'alternative entre 2 solutions qui sont de toute manière très peu radicales et qui ne remettent pas en cause les fondements du capitalisme financier en Europe. Actuellement, en France avec le Front de gauche, mais avec Syriza en Grèce, on voit arriver une reprise en main par le peuple, un désir de politique différent, de politique vraiment différente. Et la fin du bipartisme, c'est peut-être une des meilleures nouvelles. Donc, l'utilité du vote pour un électeur ou une électrice du centre-ville de Marseille, de la 4e circonscription, donc, vous écoutez, c'est le vote Front de gauche. Et Marie-Jo Sermolas, Gilles Aspinas. Donc, à l'Assemblée, c'est pourquoi faire une opposition, voter une motion de censure avec la droite, ou porter un projet alternatif? Bon, voilà, le projet alternatif, c'est surtout porter le mandat pour lequel ces députés ont été élus. Nous, c'est très clair. Nous avons un programme très clair. Le programme L'Humain d'abord, le projet partagé. Alors, ce programme, on ne va pas le résumer, il porte sur plusieurs points. Il est par exemple sur le retour de la retraite à taux plein à 60 ans pour tout le monde. Et pas simplement pour les salariés qui sont déjà épuisés d'avoir commencé à travailler très jeunes. C'est par exemple une reprise en main et non pas une tentative de réguler les marchés financiers. Non, on contrôle les marchés financiers, on crée des pôles financiers publics et on contrôle carrément le système bancaire. On est obligé, on est en guerre. C'est toute une série de mesures qui sont déclinées dans le programme d'Humain d'abord. Et ces députés seront mandatés pour les porter, pas du tout ni pour faire chuter un gouvernement ou pas, mais pour porter un programme clair, connu, et que les électeurs approuvent. Je vais vous poser cette question parce que peu de citoyens et citoyennes, malheureusement, sont avertis sur les mécanismes de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a cité certaines des responsables du Front de gauche, ont parlé de 60 députés, ce n'est pas un hasard. C'est aussi pour avoir la possibilité d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale qui porte des propositions de loi. Alors, à ce sujet-là, Marie-Jo Sermolas, Gilles Aspinas sont sur cette logique de porter des propositions de loi qui feront... Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut lire des députés qui ne seront là que pour entériner des lois. Entériner des lois qui... Bon, on n'en a pas besoin, ça s'appelle des députés godillots. Il y en a marre. Il y en a marre d'avoir des majorités pléthoriques pour porter simplement... Quoi ? Pour entériner des lois, tout simplement. Nous voulons un groupe combatif, le plus important possible, qui propose et mette en face des réalités l'ensemble des députés de gauche, je ne parle pas des députés de droite, mais au moins que l'ensemble des députés de gauche ait à se prononcer sur des propositions claires pour le besoin du peuple, des peuples, tout simplement.
Il faut que les choses soient claires. On ne pourra pas aujourd'hui aller vers un compromis avec les marchés financiers et la Commission européenne. Déjà, on voit bien les déclarations de Merkel, on voit bien comment tout va se mettre en place. On sait très bien qu'il va y avoir agression des marchés financiers envers la France à partir du moment où François Hollande va essayer de parler de croissance. D'ailleurs, de croissance, de quoi parle-t-on quand on parle de croissance? Moi, je veux bien qu'on parle de croissance, mais quel contenu on met à la croissance? Si la croissance est une histoire de chiffres, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, il faut repenser la croissance. Et pour repenser la croissance, il faut déjà considérer qu'on ne la fait pas simplement pour remplir les caisses de l'État en disant austérité ou croissance, déficit, pas déficit, mais quels sont les besoins aujourd'hui qui ne sont pas satisfaits? C'est ça le problème. Tout le monde sent bien, au quotidien, que ce soit, les salaires ne sont pas assez hauts, on voit bien que les logements ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir si on va passer un déficit de 1 ou 2% en plus ou d'1 ou 2% en moins, il est de savoir, mais en fin d'année, en fin de mois, comment je mange, comment je me loge, quelle éducation je veux. Et tout cela ne peut pas être soumis à une logique purement technocratique qui en général n'est que le mot cache-misère pour dénoncer simplement des lobbies financiers. On ne peut pas, il n'y a pas de compromis. À Marseille, on dit une expression, il n'y a pas moyen de moyenner. Mais en face, c'est ce qu'ils font. Ils ne veulent pas de compromission. Ils ne sont pas décidés au compromis. Ils sont décidés à aller jusqu'au bout. Et l'exemple de la Grèce devrait nous faire réfléchir, c'est un laboratoire. Quand on a une population qui maintenant est dans la rue, se suicide, une jeunesse qui fout le camp du pays, parce qu'il faut appeler un chat, ça, les députés du Front de gauche, il n'y aura pas de compromis sur ce type de solution pour les députés du Front de gauche. Ce que nous porterons, ce que Marie-Jo Sermolas et Gilles Aspinas porteront, c'est une lutte sans merci, mais vraiment sans merci, contre un système dont le but est tout de même de tirer le maximum de richesses produites, quitte à laisser les gens sur le carreau, car de toute manière, dans ce système, les gens, ils sont fous. Oui, alors, vous parlez du peuple, et on va parler un peu du peuple marseillais. Vous parliez qui souffre aujourd'hui. Si on regarde bien les chiffres, dans votre circonscription et aussi sur Marseille, c'est à peu près 39%, voire plus dans certains arrondissements, de personnes qui n'ont pas de travail. Qui n'ont pas de travail. Hein. Je ne parle pas de chômage, mais qui n'ont pas de travail. C'est quoi un député aujourd'hui qui peut apporter une autre vie? En fait, c'est changer la vie des Marseillais, alors qu'on est sur des enjeux quand même, comme vous disiez, à la fois nationaux, internationaux, je pense que c'est pas contradictoire. Les enjeux nationaux et européens rejoignent par définition la vie quotidienne des Marseillais. Cette ville, de toute manière, a été laissée à l'abandon. Je dis à l'abandon, quelles que soient les mandatures depuis maintenant une trentaine d'années. Mais cette ville, on a l'impression que la richesse produite par cette ville, parce qu'il y a beaucoup de richesses produites dans cette ville, n'est faite que pour une petite minorité. Tout le monde se fout de Marseille. Aujourd'hui, le problème, c'est simplement de gouverner Marseille. Qui contrôle Marseille? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est l'ambition pour cette ville? Quelle est l'ambition? Actuellement, vous avez des projets européens, des millions et des millions sont investis dans les projets Euromed. Mais pour le bienfait de qui? Est-ce que les populations qui habitent au centre-ville, là où se déroule justement la plus grosse opération de restructuration urbaine d'Europe, le projet Euromed, est-ce que les populations locales en bénéficient? Sur quelle base veut-on développer Marseille? Développer, je ne parle même pas de croissance, je dis développer. C'est-à-dire tout simplement rendre la ville aux Marseillais, et pour qu'ils en fassent quoi? Et sur quelle ambition? Ça, la question n'a jamais été posée. La question n'est jamais posée. Aujourd'hui, va-t-on faire de Marseille un centre de tourisme? Un centre de tertiaire de direction avec des emplois venant d'où d'ailleurs? Déplacés? Parce que va-t-on faire de Marseille? C'est une question à laquelle, jusqu'à présent, les élus, quelle que soit leur tendance, ou du moins quelle que soit la mandature, n'ont jamais on dirait qu'on est sur une campagne municipale. Vous avez abordé des questions comme Euroméditerranée. Quel peut être le poids d'un député? C'est-à-dire que c'est la décision nationale qui peut faire basculer une donne à Marseille. C'est ça la question. Je pense que le projet Euromed n'est pas un projet municipal. Hein. C'est quand même un projet européen avec l'aval de l'État. Sinon, ça ne passe pas. À un moment donné, on est quand même sur la deuxième ville de France.
Donc, qui parle de Marseille, il parle des politiques portuaires et qui a été développée au niveau européen. Mais attention, il n'existe pas de loi européenne, qu'on soit clair et net là-dedans. Tout ce qui est décidé au niveau européen a besoin d'être entériné au Parlement. Donc déjà, porter un projet politique à l'Assemblée, c'est déjà dire, moi je n'entérine pas n'importe quoi qui vient d'Europe. Or, sur Marseille, cela a des conséquences. Ça a des conséquences sur le port, ça a des conséquences sur l'aménagement urbain. Ceci est évident. Deuxièmement, il est évident que certains assimilent un peu cette campagne électorale à une campagne municipale. Et comme je les comprends, puisqu'à Marseille, pour certains élus, pour certains hommes politiques professionnels, l'enjeu n'est jamais de savoir si je vais être député, mais l'enjeu est toujours de savoir comment je vais contrôler Marseille et pour quel réseau. Qu'on se le dise quand même. Que ce soit M. Muselier ou d'autres sur cette ville, leur problème n'est pas d'être député. De toute manière, ils voteront ce que leur groupe leur diront ou ce que leur gouvernement dira pour certains. Leur problème est comment, à Marseille, je continue à contrôler cette ville. C'est tout. C'est la seule ambition de beaucoup de députés. Donc ça veut dire que le vote pour le Front de gauche le 10 juin, puisqu'il faut rappeler quand même la date du 10 juin du premier tour des élections législatives, c'est un vote d'utilité publique. Un vote d'utilité publique, je veux bien, et je pense que l'expression est bien choisie, mais je pense que c'est utilement faire un acte de salubrité publique à Marseille. Tout simplement. Et les mots sont forts. C'est un acte de salubrité publique parce que décider de quelle politique nous avons besoin à gauche, ça prend un double sens à Marseille. Ça veut dire aussi décider de quelle politique nous avons besoin à Marseille. On va conclure un petit, si vous le souhaitez, c'est la campagne, elle va être très courte. On nous annonce quand même une faible participation à nouveau, un peu comme pour le présidentiel, mais là ça a l'air de se confirmer pour ces élections législatives. Quels vont être vos axes de campagne dans le mois, enfin dans les semaines qui arrivent et qui seront déterminantes pour votre score? Je pense que oui, le taux de participation malheureusement risque d'être assez bas. Mais bon, il faut quand même comprendre qu'à Marseille, le pourcentage de personnes qui ne sont pas inscrites sur liste électorale est inquiétant. Donc déjà, ce qui démontre d'ailleurs que le désir de politique à Marseille a été tué depuis longtemps. Alors, nos axes de campagne, je pense qu'ils sont doubles. Nous avons d'un côté, obligatoirement, tout ce qui concerne la politique nationale et européenne, parce que nous serons touchés en premier. Donc nous avons à développer ces axes de campagne. Mais nous avons un autre axe de campagne, c'est comment tout cela a des répercussions au niveau local. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de général et de local. Donc nos axes de campagne, ça sera aussi au niveau local, de dire, mais alors, quelle politique voulons-nous porter? Quelle politique nos candidats porteront pour à la fois que la financiarisation de nos vies n'existe ni au niveau national ni au niveau de Marseille. Ça paraît un peu vague, mais c'est pas tellement vague. Marseille est livrée depuis des années à des politiques de promoteurs immobiliers, au monde financier tout simplement, avec la bénédiction de l'Europe et des gouvernements successifs. Donc combattre les marchés financiers, combattre la financiarisation de nos vies, c'est aussi combattre la financiarisation de l'espace urbain à Marseille. Je pense qu'il y a... Après, il y a des questions d'emploi, parce qu'il faut quand même regarder les choses en face. À Marseille, les salaires sont assez bas, sont relativement bas, mais la ville est de plus en plus chère, ne serait-ce que par la spéculation immobilière. Nous ne pourrons pas, et c'est un des messages des députés Front de gauche, nous ne pourrons pas éviter la question salariale dans ces élections. La question n'est pas austérité-croissance, elle est salariale. Et jusqu'à présent, je n'ai pas entendu beaucoup de choses dans les autres formations politiques sur cette question. Nous sommes clairs et nets, nous voulons le SMIC à 1700 €. Et encore, ça dépendra de l'inflation, parce que franchement, si vous avez l'inflation à 5%, le chiffre il est plus bon, à un moment donné. Il faut redonner de l'espace, il faut redonner un espace de vie aux gens qui sont coincés, que ce soit dans
entreprises où le travail devient de plus en plus inhumain, mais dans leur vie quotidienne où les salaires ne permettent même pas d'avoir le moindre loisir. À Marseille, vous savez, heureusement que, c'est bête à dire, nous avons la plage, parce que sinon, vu le niveau de pauvreté de cette ville, il y a longtemps que tout pèterait. Pour terminer, quelles sont les initiatives que vous pouvez déjà annoncer fortes, initiatives fortes Alors, dans les semaines à venir. D'abord, nous allons continuer nos assemblées citoyennes, qui, je le rappelle, tous les jeudis réunissent plus de 100 personnes dans notre local de campagne. Plus de 100 personnes, et dont les 2/3 sont quand même des gens du quartier qui viennent, etc. Nous avons bien sûr continué à mener campagne avec l'apéro rouge le 29 mai à Haut-Panier, et nous préparons un grand meeting en plein air pour le début du mois de juin. Je vous remercie et un prochain rendez-vous. Merci, au revoir.